mon dossier n'était pas très bon en fait à la sortie de mon école d'ingénieur. Ok. Et c'était un des seuls masters qui prenait sur concours. Et comme il y avait une épreuve de maths, je les ai éclatés en maths et du coup, j'ai été pris comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'en 2003, c'était la galère. On voyait des centaines de CV et pas d'entretien, pas d'embauche, rien. J'ai été recruté comme assistant parlementaire. Créer ta boîte de formation, comment tu l'as créée, avec qui tu l'as créée? Je connaissais le sujet quand même parce que je savais ce dont les élus avaient besoin. J'avais pas trop de doutes sur le marché en fait. J'envoyais des fax aux mairies. Dans les petites communes où il y a 3 salariés, le maire il fait tout en fait. Donc il a besoin de savoir tout parce qu'il n'y a pas de truc magique. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Ça c'est très important. Trouve une alternance à 100% des gamins qu'on prend en fait. 100%. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent chez nous, ils auront obligatoirement une alternance. Ouais, Émir, merci d'avoir accepté de participer au podcast VRV. Merci à toi, merci pour l'invitation. On va parler de toi, de ton parcours. Yes. Le podcast, je sais que tu as eu l'occasion de regarder quelques épisodes. Ouais. Mais pour l'audience, j'explique un peu le principe. Le principe du podcast, c'est de mettre en valeur les gens qui partent de zéro, les gens qui ne sont pas nés dans de grandes familles, dans les grands quartiers, et qui ont su construire leur entreprise. Et donc, je sais que, parce qu'on se connaît un peu, tu as un beau parcours et j'ai hâte qu'on échange sur ton parcours. Donc voilà. Pas de problème. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, alors, ta présentation, avant de rentrer dans les détails, juste nous dire c'est quoi ton activité, c'est quoi ta création de valeur, qui tu es, et voilà. Eh ben, donc moi je suis Émir Denise, j'ai 46 ans, j'ai un groupe dans le secteur de la formation professionnelle. Ouais. Et je suis rentré dans l'entrepreneuriat en 2008. Ok, d'accord. Ok. Ça fait déjà un moment. Ok. Merci. Ce qu'on va te demander là, c'est un peu de rentrer dans les détails de d'où tu viens. Ce que j'aime bien savoir, c'est quelle fratrie, où tu as grandi. La MIFA, quoi. Exactement. Et en même temps, nous dire quel élève tu étais aussi à l'école. Est-ce que tu étais plutôt team devant de la classe ou au fond de la classe, et comment tu en arrives là? Donc, on va t'écouter, on te laisse la parole. Alors, moi, je suis pas un gars de la banlieue. J'ai grandi à la campagne. Je suis un bouseux. D'ailleurs, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Bouzonville. Tu vois, ça s'invente pas. Ah ouais? Ouais, dans un village 4000 habitants, dans l'est de la France. Ok. Mais donc, je suis pas né en France. Je suis né en Turquie. Ah, t'es né en Turquie. Donc, je suis première génération, on peut dire. Mais je suis arrivé, j'avais 2 ans, donc voilà. Ok. Donc, Bouzonville. Donc, c'est une ville, je suppose, il n'y a pas de grande école, il n'y a pas de famille. Il n'y a même pas de magasin, il n'y a rien. Ok, non, en fait, Bouzonville, c'est un peu particulier. Donc, c'est à 2 km de la frontière allemande. Et donc, moi, je suis d'immigration turque. Et l'immigration turque, elle est très, très présente en Allemagne. Donc, nous, notre vie, elle était entre la France et l'Allemagne. Et c'est un village de 4000 habitants et il y a presque 800 Turcs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un quart de la ville, c'est des Turcs. Donc moi, j'ai grandi en fait en plein au milieu de la communauté. D'accord. Et tous mes copains étaient turcs. J'étais avec eux en classe. La moitié de la classe, c'était des Turcs. Donc c'était une ambiance très, très particulière de communauté. Et je crois que ça m'a protégé. Est-ce que tu peux nous dire quel type de famille vous étiez combien, comment vous viviez, tes parents ils faisaient quoi Famille. Alors nous, tu connais peut-être un peu la communauté turque, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Donc déjà à l'époque autour de moi il y en avait. Mon père en 91 il a monté sa boîte. Lui, il faisait de la peinture industrielle, donc il faisait de la peinture dans les usines. Et du coup, il avait beaucoup de chantiers en France, en Allemagne, etc. Donc, il s'est lancé là-dedans. Avant, il a beaucoup travaillé à l'étranger pour des boîtes françaises et des boîtes allemandes. Et il s'est lancé en 91. Ma famille, on a tous fait un petit peu des études. Mes 2 grands frères et ma petite sœur. Donc, on est 4 frères et sœurs. Ok. Et voilà. Et mère au foyer. Ok, qui s'occupe analphabète. Je veux dire classique. Classique de l'immigration. Moi, je pensais que j'étais un galérien, mais j'ai regardé les podcasts. Il y a des galériens 10 fois plus galériens que moi, donc j'ose pas dire je suis un galérien, tu vois. Non. En fait, c'est simplement que, effectivement,
tous les parcours sont différents, mais c'est ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens pensent que les entrepreneurs sont un peu nés dans la soie et que c'est des privilégiés. Quand tu nous racontes que ton père, il a monté sa boîte, à mon avis, c'est parce que c'est aussi un des premiers moyens qu'il a de gagner de l'argent, parce que sinon, on ne l'accepte pas, c'est complexe. Et puis, il a monté sa boîte, il a coulé sa boîte, il a remonté une autre boîte, etc., etc. Tout ça se fait dans le chaos, en fait. C'est pas une route linéaire comme ça. Mais c'est là que j'ai appris l'entreprise, c'est là que j'ai compris c'est quoi prendre un risque. Parce que lui, à la limite, moi, je prends pas des risques sur ce que je vais manger demain midi, quoi. Mais lui, c'était ça, vraiment. Il n'avait pas d'argent quand il prenait des risques. Donc, voilà, je suis vraiment parti de là. Mais mon oncle avait une entreprise aussi. Donc, voilà, c'était une famille, une grande famille dans notre village, là, où il y avait pas mal d'entrepreneurs déjà. Dans le bâtiment, la peinture, etc. D'accord. On va parler de ton arrivée sur l'Île-de-France, sur Paris. Mais du coup, l'école, quel type d'élève tu étais? Alors moi, l'école, ça s'est toujours assez bien passé. Je me démerdais toujours pour être dans les premiers sans être le premier, parce qu'il ne fallait pas être le premier. Mais non, j'ai toujours été un bon élève. Je bossais pas beaucoup, mais j'avais toujours de quoi faire. Donc du coup, j'ai fait un bac S en 97. Ok, ouais, vraiment à l'aise en cours. Ouais. Pour le coup, ouais, j'ai jamais eu de problème avec l'école. Après, j'ai fait une école d'ingénieur pendant 4 ans en France et en Allemagne. Donc je parle allemand. Et j'ai terminé avec un master à Sciences Po Paris. Que j'ai eu en 2003. Et après, je me suis lancé dans le monde du travail. Comment tu passes de l'école d'ingénieur à Sciences Po Paris? Je cherche pas. Alors, il y avait un master en fait à Sciences Po Paris et mon dossier n'était pas très bon en fait à la sortie de mon école d'ingénieur. Et c'était un des seuls masters qui prenait sur concours. C'est-à-dire ils s'en foutaient du dossier en fait. Donc tu venais, tu réussissais le concours et tu étais pris en fait. Et comme il y avait une épreuve de maths et que les autres candidats c'était plutôt des littéraires, je les ai éclatés en maths et du coup j'ai été pris comme ça. Pris comme ça. Tu faisais partie des quelques matheux ouais, j'étais un matheux, informaticien, etc. Donc j'étais assez balèze en maths. Calé. Quand tu viens à Paris faire Sciences Po, donc du coup tu as déjà fait ton école d'ingénieur. Donc tu renquilles encore des études, pourquoi tu te fais autant de mal? En fait, je faisais des études vite fait, on va dire. C'est-à-dire, j'allais pas tout le temps en cours déjà. Et je passais beaucoup de temps à militer parce que c'est là que j'ai commencé mes premiers engagements de syndicaliste étudiant. Donc j'ai milité à l'UNEF pendant pas mal de temps. À Metz d'abord, là où je faisais mes premières études, puis quand j'étais à Sciences Po. Et puis j'avais envie de changer d'air, de quitter ma région. Je tourner un peu en rond, voilà, et puis c'est l'âge où on a envie un peu de s'éloigner de ses parents, quoi. Totalement. Et Sciences Po, c'était pour asseoir finalement ce que tu commençais à toucher du doigt dans tes engagements. Non, j'ai pas vraiment eu de stratégie comme ça. J'ai postulé pour plusieurs masters et c'est vraiment celui que j'ai eu en fait à Paris. Je voulais venir à Paris. Déjà, j'avais beaucoup de copains à Paris et puis j'avais envie de connaître l'expérience de la capitale. Parce que je venais de Bouzonville quand même, tu vois. Donc voilà, c'était surtout attiré par la capitale en fait. D'accord, Donc Sciences Po, tu passes ton master. Tu l'as. Et après, je suis au chômage. Tu fais quoi après? Non, mais les jeunes d'aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'en 2003, c'était la galère. Il n'y avait pas d'alternance. Il n'y avait pas de travail. Il n'y avait rien. C'était la loose. Donc, j'envoyais des centaines de CV. Et en plus, comme j'avais des diplômes, je voulais quand même un taf bien, quoi. Donc, j'envoyais aux banques, à droite, à gauche. Et pas d'entretien, pas d'embauche, rien. Mais quand tu fais un master à Sciences Po, parce que du coup, moi, je ne m'y connais pas assez, mais c'est plutôt effectivement pour être dans le monde de la politique et, j'allais dire, de la sphère d'influence, si tu n'as pas de réseau,
c'est limite. Alors, en fait, on se trompe beaucoup sur Sciences Po. En fait, il y a à peu près maintenant, il y a beaucoup d'étudiants à Sciences Po. À mon époque, il y en avait beaucoup moins. Il y avait à peu près 3000 étudiants. Il y en a 400 qui vont travailler dans la politique, en fait. Les autres, ils vont être consultants beaucoup. Ils vont faire des carrières de juristes. Ils vont faire des concours de la fonction publique. Ils vont devenir journalistes. Il y a énormément de journalistes qui sortent de Sciences Po. Mais des gens qui vont vraiment travailler dans la politique, il n'y en a pas tant que ça. Donc, moi, je voulais continuer à faire de la politique, mais je ne voulais pas vivre de la politique au départ. Sciences Po, c'était intéressant. J'ai appris des choses par là, mais j'ai beaucoup plus appris dans mon engagement politique qu'à Sciences Po. Et tes proches, ils te disaient pas, je sais pas moi, récupère la boîte familiale, Si. reviens à Metz. Si, il me disait ça. Moi, mon père, il avait sa boîte de peinture, là, il savait plus trop quoi en faire, il voulait arrêter, donc il voulait nous refiler le bébé avec mes frangins. Et mes frangins avaient monté un autre business de pneus, des franchises Vulco qui sont devenues Euromaster depuis. Et donc, eux aussi, ils voulaient que je vienne avec eux pour vendre des pneus, mais je le sentais pas trop. Pourtant, ça marche bien. Hein, pourtant, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Non, mais j'avais pas envie de retourner chez moi, en fait. J'avais pas envie. Voilà, j'avais réussi à m'extraire un petit peu de ce truc-là. J'avais pas du tout envie d'y retourner. Tu fais quoi, du coup ? Du coup, je cherche du taf. Je rentre chez mes parents quand même pendant quelques mois, pendant 5-6 mois. Et puis, on me propose un boulot dans une mutuelle. Je bosse peut-être 8-9 mois. Et puis, il y a eu les élections européennes en 2005 ou 2004. 2004. Et à ce moment-là, je suis devenu assistant au Parlement européen d'une députée européenne. Ok, comment tu la rencontres, cette députée ? Elle était dans mon parti, donc je la voyais souvent. D'accord, parce que et elle venait d'être élue, donc elle cherchait des assistants à ce moment-là. Tu militais ? Je militais déjà beaucoup. Je militais à plein temps, quoi. Donc je faisais que ça, en fait. Ok, c'est-à-dire que tu avais ton boulot et à côté, tu étais investi politiquement. En tout cas, tu militais avec. J'étais dans la direction des jeunes socialistes et puis D'accord, ok. Et donc vous, c'était d'accompagner du coup les futurs députés, les futurs ministres, peut-être maires qui étaient dans. Ok. Donc j'ai été recruté comme assistant parlementaire. Donc je faisais une partie de mon travail à Paris, une partie de mon travail à Strasbourg et à Bruxelles. J'avais 2 autres collègues qui étaient plus là-bas. Et du coup, on travaillait avec notre députée européenne. Et puis 1 an après, j'ai été embauché à l'Assemblée nationale. Donc j'ai continué à être assistant parlementaire, mais à l'Assemblée. Ok. Voilà. Et donc du coup, tu continues toujours. Toi, tu n'as pas d'ambition. Alors, une question, parce que là, tu me dis que tu accompagnes des politiques, mais toi, tu n'as pas d'ambition d'être devant. À ce moment-là, en fait, parce que tu vas arriver à l'entrepreneuriat, mais là, tu es dedans, tu es militant. À un moment, on pense aussi à un moment être devant. Si, quand même. J'avais quand même envie à un moment donné d'être élu moi-même et de faire des choses. Je militais beaucoup. J'étais au PS, moi, donc je militais beaucoup dans le PS. Je me suis présenté à une élection locale en 2008. J'étais toujours plus ou moins sur des listes. Mais à côté de ça, j'avais ma vie à moi, donc j'avais pas forcément envie d'être élu tout de suite et être sur le devant de la scène. Et puis, il fallait aussi que je construise ma vie professionnelle, donc c'était pas forcément évident de faire les deux en même temps, quoi. Parce que c'est précaire. Ouais, c'est précaire. Ça veut dire que c'est des postes où si le député donc il arrête, du coup, toi, j'allais dire fin de contrat. Si y a une élection, le député perd. Pareil, pareil pour toi, t'arrêtes. Donc, tu es dans un truc toujours en train de... Ouais, et puis même sans ça, il peut te dégager quand il veut. En vrai, c'est très précaire. Et puis, il suffit qu'il soit mal luné, il te parle mal, etc. Donc, c'est vraiment pas des postes enviables. C'est juste que tu es un peu au cœur de l'appareil, donc tu vois un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là de voir... tu croises tout le temps des ministres, des machins, etc. Donc, c'est intéressant. Mais faut pas le faire trop longtemps, quoi. Donc, quand est-ce que tu as le déclic pour du coup monter ta première boîte? Et c'est quoi ta première boîte? Alors, donc, après l'Assemblée, j'ai été recruté par le président du conseil régional. À l'époque, c'était la Lorraine. Donc, je suis retourné à Metz. Je suis retourné vivre là-bas. J'ai fait 2 ans avec lui. Et je m'ennuyais, franchement, comme collaborateur d'élu. Et puis, je voyais qu'il y avait un sujet avec les élus et la formation. Parce que l'information, ça m'intéressait déjà.
Et je croisais beaucoup d'élus tous les jours. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais monter une boîte de formation des élus. Donc, j'ai demandé les agréments, j'ai monté les dossiers, etc. Et À l'époque, ça n'existait pas. si, ça Ok, existait. Il n'y en mais avait pas beaucoup. Le ok, secteur était petit. Et du coup, j'ai monté une boîte qui s'appelait Institut européen des politiques publiques à Metz. ok. Alors, par curiosité, quand quand tu es attaché parlementaire, tu touches combien? C'est quoi le Tu salaire touches, d'un... tu touches correctement. À l'époque, je sais pas, j'étais dans les 2005, tu vois, j'avais 26 ans, 27 Tu ans, dis j'étais content. correctement, ouais, c'est pas fou non plus. Franchement, quand tu as 25 ans, c'est cool. À l'époque, en plus, Ouais. ça valait pas la même chose qu'aujourd'hui, tu vois. C'est l'équivalent de 3000 aujourd'hui, on va dire. Et puis moi, Hmm. j'avais pas des gros besoins, tu vois, je suis pas... Ok, non, parce que tu Je dis quand tu m'achète sors rien, de moi. Sciences Po avec un master, Hmm. et toi en plus tu sors d'études d'ingénieur, un ingénieur avec quelques années d'expérience, il est au-dessus de ça. Si Ah le bah gars, c'est sûr. bah voilà, Si tu j'avais vois. fait une carrière d'ingénieur, j'aurais gagné plus que ça. Après, moi, j'avais fait un choix d'engagement, donc Ok, du coup, je avec, payais aussi ça, quoi, c'était sûr. ok, ok. Et puis, Non, parce que des fois on fantasme du assistant coup parlementaire, moi, je faisais ça comme un engagement. Je faisais pas ça pour l'argent. pour l'argent, ni pour la carrière politique ou autre chose, quoi. Ok, ok. Mm. Donc du coup, c'est l'engagement. Parce que des fois on fantasme un petit peu sur ces métiers-là. On se dit, Ah non, il ça paye prend. pas. Le gars qui veut gagner de la thune, je vous le dis, ne vous investissez pas en politique, c'est mort. Faites autre chose. Non, mais c'est bien de l'entendre de le dire de quelqu'un Faites autre qui est chose. rentré dedans à l'intérieur. Faites autre Ok, chose. ok. Non, mais des fois, j'entends des gens qui disent ouais, le maire, il touche tant et tout. Attention, des fois, les maires, ils touchent des salaires, des indemnités de 5 000 € pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils vivent. Et on parle de Non, ça 24 vaut heures pas sur le coup. 24. Ça vaut Ça pas vaut pas le du coup. tout le Non, coup. non, non. Et moi, je pense qu'il Puis faut le ça dire prend plein la gueule toute la journée et toute tout. la journée. Ça vaut pas le Hein, coup. ils font pas ça vraiment pour l'argent. Non, C'est pas non, en tout cas, c'est pas le jackpot, non, pas du la tout. politique en Pas du France, tout. et surtout sur les élus, entre guillemets, j'allais dire, Intermédiaire. intermédiaires. Ouais. Mm. Non, non, c'est pas du tout pour l'argent que tu fais ça. Vraiment, moi, c'était un engagement. Je savais que je voulais pas faire ça toute ma vie, mais c'était le moment où je m'éclatais là-dedans. Donc voilà, Ok. je me suis bien amusé. Donc toi, tu vois une problématique, Mm, tu t'identifies un besoin, exactement. tu crées ta boîte de formation, comment tu la crées, avec qui tu la crées, comment ça se lance. Eh Allez, on rentre dans ben, le vif du sujet. j'ai fait une rupture conventionnelle avec la région à l'époque. J'ai touché un petit peu d'argent de Pôle emploi. J'avais 12 000 euros, je crois. Ok, Et avec les 12 000 euros, j'ai loué un local de 9 mètres carrés. J'ai acheté un ordinateur. ok. Euh, Et tu t'es dit, tu vas lancer ça comme ça. Ouais. Ok. J'ai regardé sur Internet, j'ai monté des programmes, etc. Moi, je connaissais le sujet quand même parce que je savais ce dont les élus avaient besoin. J'avais pas trop de doutes sur le marché en fait. Et du coup, j'ai monté mes programmes, mon site Internet, etc. Et puis après, j'ai commencé à démarcher d'abord les élus que je connaissais. Ok. Et puis après, j'envoyais des mails. À l'époque, il y avait des fax. J'envoyais des fax aux mairies. Donc D'accord. les secrétaires de mairie dans les petits bleds de 300 habitants, ils recevaient des fax avec ma publicité. Je pense qu'elles n'avaient jamais eu de publicité à la mairie. Donc voilà, j'utilisais les outils marketing de l'époque, quoi. De l'époque. Et on est en 2008, tu nous as dit. Hein. 2008. On est en 2008. Les réseaux sociaux sont en train de se lancer. Je crois que Facebook, ça Ouais. doit arriver à peu près. Tu fais quoi? J'ai Tu jamais été communiques? trop Ok. réseaux sociaux. Je faisais beaucoup d'emailing à l'époque. Ça marche beaucoup, bouche à oreille aussi. Hein. C'est le monde politique, donc les élus, il y a un maire qui est content, qui appelle un autre maire, etc. Donc je m'étais fait ma petite clientèle locale et j'avais de plus en plus de clients en dehors de ma région. Et donc j'ai commencé à monter des formations à Paris alors que j'habitais à Metz, donc je venais souvent à Paris de plus en plus. Et après, ben, j'ai vu que c'est là que ça allait se développer, donc j'ai déplacé ma boîte à Paris. Ok. Il n'y avait pas un problème des fois, je sais pas moi, de parti en se disant, ouais, il est à la base plus de tel parti, où tu formais tout le monde. Moi, je formais tout le monde sauf le Rassemblement national. Enfin, à l'époque, Ok. c'était le Front Le Front National. National, ouais. Donc, Front National, j'ai toujours assumé de ne pas les former, de ne pas accepter les inscriptions Front National. Ok. J'en recevais de temps en temps. Ok. Et Parce que je leur l'organisme, il disais. commence à être réputé. Mm. Alors dis-nous, parce que là, tu nous racontes, tu prends du coup tes bureaux,
Tu rentres, tu mets ton PC, tu commences à lancer tes premiers fax, tes premiers mails. Exactement. Comment ça se déroule après? Comment tu lances? Est-ce que tu récupères des formateurs? Est-ce que c'est toi qui formes? C'est pas moi qui formais. Moi, j'ai fait quelques formations au tout début. Comment monter un magazine municipal, etc. Je fais des trucs comme ça. Mais j'avais un bon réseau déjà. Du fait de la région Lorraine, j'avais rencontré des experts, des machins dans différents domaines, sur l'urbanisme, le budget, etc. Et voilà, j'avais mon petit réseau de formateurs. Je louais des salles pour faire les formations. Au départ, je faisais des petites formations d'une demi-journée, puis ça a été une journée, et puis après, j'ai eu un catalogue complet sur toute l'année. Il y avait des élus qui venaient en formation, et puis une fois que j'ai pu le faire, j'ai loué des locaux plus grands avec mes propres salles de formation, et donc les élus venaient. Après, on a commencé à se déplacer dans les mairies, etc. On faisait des formations dans les mairies. Et ça, tu fais ça seul? C'est-à-dire qu'au début, quand je dis seul, en tout cas, le board, il n'y a pas de board en fait. Non, il n'y a pas de board. C'est toi. C'est l'hémisphère gauche avec l'hémisphère droit et c'est tout. Ok. Ouais. Parce que souvent on dit voilà, c'est mieux de lancer un projet, d'être associé, d'être à plusieurs. Qu'est-ce qui fait que tu vas tout seul, toi? C'est quoi la raison? Il n'y a pas vraiment de raison. Déjà, je pense que là où j'étais à ce moment-là, c'était pas évident de trouver un associé qui s'intéresse à la question. Il n'y a pas grand monde à part moi qui croyait à ce truc. Donc, du coup, après, j'avais pas tellement besoin de capitaux non plus parce que c'est du service. Donc, voilà, il me fallait une salle, un PC, un truc. Donc, j'avais pas beaucoup besoin d'argent. Et après, il faut être commercial un et petit après, peu. Il faut être commercial. Donc, voilà, je prenais ma bagnole et puis j'allais faire le tour des mairies. Je prenais des rendez-vous avec les maires. Je leur racontais ce qu'on faisait. Voilà. J'essayais d'en regrouper plusieurs mairies pour faire des formations communes. Voilà. Du coup, tu disais qu'il y avait quand même des choses qui existaient. La concurrence. Alors, dans ma région, il n'y en avait pas. Ah, ok. J'étais tout seul dans la région. Ok. Donc du coup, il y avait une appétence quand même parce que j'étais tout seul. Donc voilà. Après, quand je suis venu à Paris, il y avait plus de concurrence, mais du coup, je m'adressais à toute la France. Donc j'avais des élus de toute la France qui venaient. J'avais des locaux dans le 10e. Et du coup, j'avais des élus de toute la France qui venaient dans mes locaux. Du coup, là, c'est limite un conseil. C'est bien des fois d'être, entre guillemets, le roi dans sa petite campagne. Ah bah, c'est pour sûr. pouvoir après avoir j'allais dire des datas pour dire je suis capable de faire, j'ai fait avec tel maire, j'ai fait avec tel élu. Tu essuies les plâtres sans que ça te coûte très cher. Tu vois, moi, mon bureau, il me coûtait 300 €. Donc, tu vois, tu dépenses pas beaucoup de capital au départ, tu te lances, tu testes des trucs aussi. Tu vois, c'est comme les stand-uppers, tu vois, qui vont dans les petites salles pour tester leur spectacle. Oui, je connais. Donc, moi, j'ai testé le concept quand même sans prendre trop de risques. Et après, une fois que j'ai réussi à trouver les bons trucs qui fonctionnaient bien, hop, j'ai déménagé, j'ai industrialisé une fois que j'étais à Paris. Ok. 2 questions par rapport à ça. L'époque, c'est 2008. Est-ce que la formation est déjà très réglementée? Parce qu'aujourd'hui, c'est super réglementé. On parle tout le temps de Calliope, on parle de EDOF, on parle de plein de choses. Comment ça se passe à l'époque? À l'époque, en fait, ça s'est libéralisé petit à petit. La grande loi de libéralisation de la formation, elle date de 2019. Et donc, c'est à partir de 2019 qu'il y a eu le CPF, la libéralisation des CFA, etc., etc. Donc, ça a fait exploser en effet le marché. Ça a presque doublé. À mon époque, c'était beaucoup plus petit. C'était très secteur public. Toutes les formations métiers, etc. Il y avait déjà des écoles privées, mais il y en avait beaucoup, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ok. Et c'était plutôt des associations ou c'était... Ouais, c'était très associatif. Moi, dans mon secteur, c'était les associations de maires qui faisaient les formations. Il y avait des boîtes privées, mais il n'y en avait pas 10 en France, quoi. Donc, c'était très, très associatif. Ok, et quand tu arrives sur Paris, tu es en quelle année? 2010. 2010. Et alors là tu as dû avoir une équipe avec toi que tu as formée. Ouais, on était 4, ouais. 4, ok. 4 avec qui tu es toujours? Non. Non, ça a bougé. Non. Ça a bougé, ça bouge. Ouais. Non, mais parce que en fait, la moitié de l'équipe était à Metz, donc j'avais gardé mes locaux à Metz, donc l'équipe de Metz après, elle voulait pas, évidemment, ils avaient des familles, etc. Donc elle n'a pas pu m'accompagner à Paris. Ok, et donc quand tu arrives sur Paris, tu arrives presque seul, mais avec toute ton expérience. Exactement. Avec un nom qui commence un petit peu à se faire connaître, et tu lances. Ok.
Donc tu nous dis, ça se libéralise en 2019, mais entre deux... Moi, j'ai lancé des nouveaux produits en fait, qui n'existaient pas du tout sur le marché. Par Ok. exemple, les formations diplômantes pour les élus. Ok, Donc, je suis allé voir des facs pour ok. donner des diplômes à des élus. Donc, je faisais des formations longues, alors que d'habitude, les formations d'élus, c'est 1 ou 2 jours. Donc, moi, j'ai lancé des DU, des diplômes d'université, avec l'Université de Paris 8, l'Université de Paris 13. Sur le droit des collectivités, sur l'urbanisme, sur les fonds européens. Donc j'ai monté des produits qui n'existaient pas en fait. Et ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Ok. Et du coup, ça m'a fait beaucoup connaître. Parce que j'étais le seul à proposer ça en fait. Tu militais politiquement encore? Ouais, j'étais au PS, ouais. Ok. Ouais. Donc en même temps que Ouais, tu menais tout non, ça... ça allait, c'était pas trop problématique. Bah, j'avais pas d'enfant à l'époque, donc du coup... ça te permettait d'avoir du temps. Exactement. D'avoir du temps. La rupture, c'est 2017 en fait, c'est pas 2008 ou 2010. Ok. Donc là, ça croît. Tu fais combien de chiffres dans les bonnes années à l'époque? Vous êtes combien d'élèves? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro, tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description, retour à la vidéo. Des élus, ça reste quand même un petit secteur. Donc moi, au début, j'ai démarré, la première année, j'ai dû faire 150 000. Ouais. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais autour de 1 million. Ouais. Ça a continué comme ça pendant 5-6 ans, entre 1 million et 1,5 million. Et il n'y a pas une croissance il y a eu une croissance d'un coup en 2019 quand ils ont créé le DIFELU, c'est-à-dire l'équivalent du CPF pour les élus. Okay. Donc cette année-là, je suis passé de 1,5 million à presque 7 millions. Okay. Donc on est devenus les numéros 1 du secteur en France. Okay. On faisait presque 40% du marché, tout seul. Magnifique. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté parce qu'ils ont arrêté les financements pour la formation des élus parce que ça coûtait cher. Et voilà. Et puis après, on a réorienté le groupe vers d'autres activités. Ok. Quand tu fais ça, tu le fais là donc. Tu parlais de 2019, tu fais dans toute la France là. Ouais. Non, 2017 tu m'as dit. Non, 2017 c'est les enfants. 2017 c'est les enfants, ouais. La rupture. C'est la rupture. Et 2019, bon, on va en parler de toute façon. 2019, ils ont introduit ce qu'on a appelé le DIFELU, qui était le CPF des élus. Okay. Et quand il y a eu ça, donc ça a beaucoup augmenté. Et j'ai arrêté 2 ans après les élus. Voilà. Ok. 2019, tu es dans toute la France. Ça veut dire quoi, tu es dans toute la France? Ça veut dire qu'on envoie des formateurs partout en France. Donc, on avait des gros partenariats avec des associations d'élus. On travaille avec l'association des maires de Corse, par exemple. On travaille avec les associations de maires de montagne. On travaille avec les associations départementales. Ouais. On travaillait avec l'association des maires de communes viticoles. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, en fait, qui existent, qu'on ne connaît pas. Et avec Ville Numérique, qui étaient les villes un peu connectées. Voilà, on travaillait avec toutes ces associations de maires, les associations des villes sportives. Voilà, on montait vraiment des trucs spécifiques pour eux. Et on avait augmenté le nombre de formations diplômantes avec les universités. Et puis on faisait aussi beaucoup de formations à Paris toutes les semaines. Donc voilà, on était monté à 20-25 personnes. Ok, et au plus haut, combien d'élus vous avez formé? L'année où vous avez formé le plus d'élus? Je dirais 4000. 4000 élus, d'accord, qui sont passés entre tes mains et de ton équipe. C'est ça. Intéressant. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ok. Alors, une question un peu indiscrète. Du coup, est-ce que vous avez vu un changement? Parce que tu es dans ce milieu depuis 2008. Souvent, on entend à la télé que nos élus sont de moins en moins, entre guillemets, des pros de la politique, voire... qui sont aguerris. Est-ce que toi, tu as senti le besoin de se former? Est-ce que tu as senti que les gens, ils étaient... Non, le besoin, il est là. L'appétence des élus, elle est là. C'est vraiment un problème d'argent. C'est-à-dire que les élus qui ont le moins besoin de se former, c'est ceux de grandes villes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des administrations pléthoriques. Ils ont des directeurs généraux, des directeurs de cabinet, des collaborateurs...
des directeurs de service, etc. À Paris, il y a 40 000 agents. Bien sûr, ils peuvent déléguer. Déléguer. Ouais. La maire de Paris, elle n'a pas besoin de se former, ça ne sert à rien. Mmh. En revanche, dans les petites communes où il y a 3 salariés, le maire, il fait tout en fait. Donc, il a besoin de savoir tout parce qu'il peut se faire attaquer en justice, etc. Il a beaucoup de responsabilités alors qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Donc, c'est plutôt eux qui avaient besoin. Donc, le DIFELUS avait permis justement à tous ces élus d'avoir un budget pour venir se former. Et puis, du jour au lendemain, ils ont ramené à presque rien les droits à la formation des élus. Et du coup, tous ces élus-là, en fait, ils n'avaient plus les moyens de venir, en fait. Donc, il y a eu vraiment 2-3 ans où il y a eu beaucoup de formations, où ils ont beaucoup progressé. Et puis après, malheureusement, ça s'est arrêté. Tu n'avais pas fait l'erreur de charger la mule parce que souvent, quand on est dans une dynamique comme ça, on court vers du coup la trésor et on essaye d'essayer d'augmenter le personnel pour pouvoir répondre à la demande parce que là, tu avais un marché qui s'était ouvert. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est Charger passé? la mule, c'est-à-dire que moi, j'étais pas tout seul dans le secteur, donc il y avait d'autres acteurs. Il y a eu beaucoup plus de dépenses que ce qui était prévu par le ministère, parce que en fait, c'est ce qu'on appelle les politiques de guichet. Une politique de guichet, c'est quoi? C'est tu dis aux gens, vous avez un droit, prenez-le. Si tu dis aux gens, vous avez un droit, prenez-le, les gens, ils le prennent. Après, il ne faut pas être surpris qu'ils le prennent. Donc, en fait, je te donne un autre exemple. Quand tu fais la sécurité sociale, la sécurité sociale, elle marche seulement si tout le monde n'est pas malade en même temps, en fait. Tu vois? Normal. Eh ben oui, sinon c'est une catastrophe. Le jour où tout le monde est malade en même temps, tout ça s'effondre. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc ils ont dit, vous avez le droit à aller à la formation, faites-vous plaisir, allez-y. Et quand tout le monde y allait en même temps, et ben en fait, le système il s'est bloqué, quoi. Ok. Tu fais un virage. C'est compliqué pour ta boîte à ce moment-là. Comment tu le vis? Comment ça se passe? Bah nous, ils ont bloqué les financements du jour au lendemain. C'était en janvier 2020. On a continué un petit peu encore la formation des élus, mais on a réfléchi à d'autres activités parce qu'on voyait bien que ce n'était pas l'avenir. Donc à ce moment-là, j'ai monté une filiale pour faire des formations en alternance. Les premières formations qu'on a fait, c'était les assistants de vie aux familles. Donc, c'est pour former des gens, pour aider les personnes âgées ou les personnes handicapées. Service à la personne. Service à la personne. Ok. Et dans le même temps, on a racheté une société qui s'appelait Polylang, qui était à Lille à l'époque. Et donc, on s'est dit, on va tester ces deux secteurs-là, donc les cours de langue et les formations en alternance. Ok. J'ai 2 questions. Parce que je pense que pour mon audience, c'est important. Tu as dit quelque chose. Tu as racheté une boîte. Comment on rachète une boîte en quelques mots? Est-ce que tu peux me payes et dire? tu rachètes. Hein, en quelques mots, c'est ça. Hein. Il y a une valo qui est faite. Ouais. Comment elle est faite la valo? Si tu as 2-3... Alors, il y a plein de techniques différentes pour faire la valo, mais en réalité, c'est le marché qui fait la valo à la fin de la fin. C'est-à-dire, la boîte, elle vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour l'acheter. Tu vois? D'accord. Donc, elle était à vendre ou c'est toi qui viens? Elle était à vendre. Ok, elle était à vendre. Okay. Donc, si tu es dans un secteur en plein boom et que ta boîte elle a une activité sur ce secteur-là, elle vaut plus que ce qu'elle vaut sur le papier. Bien sûr. Et si en revanche, tu es dans un secteur déclinant, ta boîte, elle vaut moins que ce qui est écrit dans le bilan. Voilà. Alors, quand elle est à vendre, ça veut dire aussi que, j'allais dire, la direction est un peu en difficulté, ou en tout cas, ils veulent passer la main. Donc, tu arrives en égo, tu peux un peu plus. Gaffe, quand tu rachètes des boîtes, moi, je ne conseille pas aux gens de racheter des boîtes si la raison pour laquelle le gars il vend la boîte, c'est changement d'activité du dirigeant. Les meilleures boîtes qu'il y a à vendre, c'est départ en retraite. Pourquoi? Parce que tu sais que le gars, il a fait 25 ans dans la boîte, que c'est clean, c'est carré, c'est propre. Donc, tu ne vas pas trouver des cadavres dans le placard. Donc là, c'était le cas. C'est une boîte, c'était une dame qui était à la retraite, donc elle voulait vendre sa boîte pour partir à la retraite tranquillement. Mais du coup, je savais que la boîte était clean. Attends, Emir, je suis en train de me dire, mais parce que je pense à mon audience, je me dis, attends, où on trouve les boîtes qui veulent se vendre? Il n'y a pas le bon coin des boîtes qui veulent se vendre? Bien sûr que si, il y a plusieurs sites qui proposent des boîtes à vendre, et puis il y a des boîtes qui sont spécialisées dans les boîtes à vendre. Et quand tu passes un certain niveau, c'est ce qu'on appelle les banques d'affaires. Et donc, les banques d'affaires, tu les sollicites, tu dis je veux une boîte à 50 millions et les gars, ils sont chargés de te trouver une boîte à 50 millions.
D'accord, mais ils vont, là, pour le coup, aller voir des gens qui ne veulent pas obligatoirement vendre. Exactement. Et voilà, Là, ok. c'est du gré à gré, ils vont aller voir des gens, etc. Mais pour les petites Ouais, boîtes, il y qui a des veulent sites mettre. internet. Ok, Il y en a un qui s'appelle par exemple Fusac. Tu vas sur Fusac, tu vois toutes les boîtes, tu payes pour avoir le numéro, les coordonnées du gars, tu l'appelles et tu discutes avec lui, tout intéressant. simplement. Ah, je connaissais pas. Mhm. Ok, génial. Et donc, du coup, tu contactes cette dame, Mhm. vous faites le deal et tu récupères du coup une marque en fait qui existe Je déjà. récupère une marque, je récupère des salariés aussi, des locaux à Lille. Ok, Et on regarde un petit peu comment ça fonctionne. Donc, eux, ils faisaient les formations individuelles en langue, mais c'était toutes les langues, donc anglais, espagnol, italien, etc. Et nous, on se dit, on va faire la filiale parisienne du truc. Donc, on laisse la boîte à Lille et on monte quelques formations à Paris pour voir comment ça va marcher ici. ok. On fait un petit peu de com, un petit peu de réseaux sociaux, etc. Et tout de suite, le truc qui ressort, c'est les cours de français. Bah ouais. C'est-à-dire que nous, on voulait vendre des cours En de langue italien, étrangère à en des Français. espagnol. Et on se rend compte qu'en fait, en France, c'est le français qui est le plus important. Mm. Et donc voilà, on a une grosse demande sur les cours de français. Sur le FLE. Sur le FLE. Ouais, ok. Sur le FLE, donc on lance des cours de FLE à Paris. Et puis petit à petit, on arrête l'activité à Lille qui faisait les autres langues parce que c'était pas très intéressant pour nous. Et on rapatrie toute l'équipe à Paris pour faire les cours de FLE. Et on structure un petit peu tout ça. Alors, moi, aujourd'hui, quand je passe dans ma ville à Saint-Denis, on voit des panneaux polylangues, on voit un peu de la com polylangue. Vous êtes installé où, polylangue? Il y en a combien aujourd'hui? Alors, Polylangue, en fait, il y a des agences en propre, c'est-à-dire il y a des agences qui sont nos agences. Ok, Il y en a 7 en région Île-de-France. Et on a développé le concept en franchise. ok. Et donc là, on est à 19-20 franchises parce qu'il y en a qui sont en train d'ouvrir. Donc on a une vingtaine de franchises et on a 7 agences C'est en beau. propre. Donc il y a 27 agences en France polylangue. Il y en a un petit peu partout. Lyon, Marseille, Ok. Nantes, Bordeaux. Voilà. Ah ouais, du coup, tu t'es rendu compte que tu répondais à un vrai besoin parce qu'aujourd'hui. Le besoin est énorme. Là, on parlait avant l'émission de Rotaillot. Non, mais voilà. Vu La loi est de plus c'est en un plus peu dure. dur. Donc, Ouais. le gars qui parle pas français, il est vraiment pas bien là en ce moment. Donc, du coup, nous, on a beaucoup de demandes parce que ces gens-là, ils ont besoin d'apprendre le français et surtout, ils ont besoin d'avoir un certificat qui leur dit qu'ils parlent français en fait. D'accord, ok. C'est pour les gens qui ont besoin de régulariser leur situation. Alors, Et soit c'est pour les papiers, soit c'est pour le travail généralement. Donc, il y a des métiers, tu peux pas être embauché si tu parles pas français. De plus en plus dans le bâtiment, parce qu'il y a les consignes de sécurité, etc. Donc, il faut savoir lire, il faut savoir écrire, parce qu'il y a aussi des gens qui sont analphabètes, tout simplement. Ils sont jamais allés à l'école, en fait. Et du coup, il y a ça. Et puis, il y a aussi les situations administratives. Donc, soit les titres de séjour, soit la naturalisation. Donc, le niveau Ok. demandé par l'État est de plus en plus haut. Donc, les gens ont besoin de plus en plus de cours de français. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment le grand écart entre les élus, les notaires du pays qui Ah gèrent ouais, le pays, c'est et un de l'autre autre côté, public. et d'autre côté, C'est ceux pas qui le viennent même délire. d'arriver, les émigrés. Franchement, C'est je préfère mon nouveau public, ok. les étrangers, les gens en difficulté, etc. D'accord. Alors, je vais pas dire du mal des élus parce que c'est trop à la mode de dire du mal d'élus, mais ils sont hyper reconnaissants. Oui, c'est Vraiment, ça en fait. Le retour, il est fort. quand ils ont leur examen, ils pleurent, quoi. Hmm. Parce qu'en fait, pour eux, c'est complètement vital, le truc. C'est-à-dire que ça va complètement changer leur vie. Donc, c'est très touchant et c'est très... Voilà, on a beaucoup de reconnaissance, en fait, de la part des gens. Ok, donc la boîte autour des langues, polylangues, Mm. la boîte d'élus, tu la gardes, hein? La boîte des ça continue un petit peu, mais voilà, c'est en sommeil, mais on fait un petit peu de formation. Ok, un peu de mais pas formation. beaucoup. Ok. Et tu nous disais aussi, tu avais commencé un petit peu l'alternance, si je dis pas de L'alternance, ouais. bêtises. C'est quand, en 2020? En 2020, ouais, on lance les assistants de vie aux familles. Ensuite, on a lancé les formations sur la petite enfance. Et après, on a lancé les commerciaux, donc avec la marque Paris Nord Business School que tu connais. Ok. Et ça doit être 2021, Paris Nord Business School. Et ça se développe assez vite. Moi, ce que je vois à cette époque-là, c'est que partout, il y a des business schools qui se créent. Mm. Partout, il y a des écoles qui C'est sûr, apparaissent. Parce qu'en fait,
La concurrence est rude. Et ce qui me vient aussi direct en tête, c'est les réformes en tout cas, c'est les réformes. C'est la loi juste après le Covid sur Oui, l'alternance oui, qui accélère finalement le oui, développement oui, 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 du oui, milieu. oui. Les OPCO aussi qui sont là, qui financent Mm, fortement la formation. mm. Donc là, du coup, là, tu prends la vague comme plein d'autres. Moi, je sais que je regardais des organismes de formation. Ils étaient à, aller à 2 millions de CA. Ils sont passés à des chiffres parce que ça a explosé. Donc toi, tu étais dans ce boom-là, en fait. Alors, le secteur a en effet explosé. C'est sûr que les aides de l'État, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'entreprises où tu as 5, 10, 15, 20% de la masse salariale, c'est des alternants. Et les boîtes, elles peuvent plus s'en passer, en fait. Hmm. Et du coup, on est passé de 450 000 à 900 000. On a frôlé 1 million l'année dernière C'est ça, d'apprentis. d'apprenti, ouais. C'est Ouais, énorme, en fait. énorme. Donc, quand tu as un secteur où tu as 2 fois plus de personnes, bah, en fait, il faut 2 fois plus de boîtes pour gérer. Et ils ont beaucoup facilité la création des CFA parce qu'avant 2019, c'était très compliqué de monter un CFA. Ça dépendait de la région, etc. Il fallait beaucoup d'autorisation. Et là, c'est beaucoup plus simple. Et bon, il y a quand même beaucoup de règles à respecter, puis on est très contrôlé, mais il y a une possibilité de créer des formations en alternance. Donc, on s'est lancé là-dedans, ça a marché assez bien. Et puis, on a eu des partenariats de plus en plus gros avec des plus grosses boîtes qui nous en ont pris 10, 15, 50, 100. Ok. Et du coup, c'est ça qui a vraiment accéléré la dynamique. Tu fais du rachat tu as racheté une marque ou tu l'as créée là Alors, c'est, Parinor Business School, on l'a créé, mais il y a aussi des boîtes de formation qu'on a rachetées, ok. qu'on a rattachées au groupe. Croissance externe, du coup. Croissance externe qui Ok. font soit des cours de français, soit de l'alternance. Donc ça reste toujours les mêmes activités. On a racheté une boîte à Nanterre qui s'appelle Paris Beauty Academy, qui Ok. font uniquement les esthéticiennes, Ok. avec des plateaux techniques, des salles de Génial. massage, des machins. Hmm. Voilà, c'est assez complexe comme truc. Et voilà, on essaye d'aller dans plus en plus de métiers. Là, tu es en train de kiffer. Moi, Ouais, ce que je vois, franchement, c'est ouais. que là, du coup, Ouais, on est euh, bien. là, ça se développe. Ouais. Ça... Non, c'est très sympa cette période-là. De toute façon, la période de croissance, c'est toujours très sympa. Ok. C'est toujours très risqué, mais c'est toujours très sympa. Je crois qu'on a une bonne équipe. On fonctionne bien ensemble. Je me suis bien entouré. Voilà. Et puis, je suis content. Ça marche. Alors, 3 questions. Premièrement, parce que c'est super intéressant, parce que j'ai rarement eu des entrepreneurs comme toi qui font beaucoup de croissance externe. C'est quoi l'intérêt d'acheter une boîte qui existe déjà et qui, euh, qui T'achètes du temps, en fait. Ok, vas-y, je t'écoute. T'achètes du temps, c'est-à-dire qu'une boîte qui a déjà tous les agréments, qui a déjà du chiffre d'affaires, qui a déjà des clients, qui a déjà des partenariats, etc., toi, tu vas mettre 2 ans à faire ça. Donc la question, c'est pour aller 2 ans plus vite, est-ce que tu Ok. es prêt à payer? Parfois, tu es prêt à payer, parfois, tu n'es pas prêt à payer. En fait, ça dépend du prix, ça dépend de l'intérêt pour la boîte, ça dépend de l'intérêt du secteur. Par exemple, moi, il y a des formations qui m'intéressent sur les formations aéroportuaires. J'y connais Hmm. rien du tout. Hmm. Le temps que je comprenne le truc, je trouve les formateurs, je monte les plateaux techniques, ça va me prendre trop de temps. Donc, sur un secteur comme ça, je préfère acheter une boîte petite Hmm. qu'ensuite on va booster et faire grossir, en fait. Totalement, qui ont déjà tout compris Exactement. et donc tu Exactement. Ils sais, ont déjà des locaux, ils les ont déjà des agréments, trucs. ok. Et donc, c'est plus simple pour nous de faire comme ça sur les métiers où on connaît rien du tout, en Tu fait. maîtrises pas. On achète aussi l'expérience des gens. Ok. Deuxième question, qu'est-ce qui fait que votre croissance apprend aujourd'hui c'est quoi? Parce que moi, je vois le truc, parce qu'on se connaît, et du coup, je vois le truc de l'extérieur, je vois que ça bouge, je trouve que vous avez bien bossé sur la com, je trouve que la charte graphique de Polylang, je trouve que c'est limite, j'allais dire, on a envie on a envie d'ouvrir la porte et aller se faire former. Pareil pour PNBS, comment vous avez bossé ça? Comment tu t'as réfléchi à ça? Comment... Bon, franchement, il n'y a pas de truc magique. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Ça, Ok. c'est très important. Il faut avoir des gens fiables, des gens sur qui tu peux compter. Et il faut beaucoup travailler. Ça tombe pas du ciel, hein. Ça n'existe pas. Euh, voilà, et puis je pense que le fait d'avoir fait des études et d'avoir un background là-dedans, ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à ce que je fais au quotidien
et d'éviter un certain nombre de conneries en fait. Donc ça, je crois que ça, c'est important pour moi. Toujours solopreneur? Solopreneur. Ok. Du coup, ça veut dire que c'est toi qui es sur tous les fronts. Ouais. En tout cas, qui va arbitrer la majorité des choses. Ouais. Comment tu as délégué comment c'est organisé Alors moi, tous nos managers, je les vois comme des entrepreneurs. Ok. Et je leur demande de se mettre dans la tête d'un entrepreneur en fait. Donc ça me demande moins de temps de management parce que chaque business unit veut faire de la rentabilité, veut vendre plus, veut faire des partenariats, veut former plus de monde, etc. Ok. Donc l'état d'esprit de la boîte, c'est plutôt ça. Ok, donc du coup, tu les challenges et tu les récompenses, bien sûr, par rapport à leurs résultats. Et ma question, c'est comment tu gères, du coup, à côté la vie de famille? Parce que quand tu es solopreneur, là, il n'y a, y a personne y a personne pour te, entre guillemets, sur qui tu peux t'appuyer quand c'est dur, quand il y a, quand y a des périodes difficiles, quand un de tes managers, il te fait de la merde, vers qui tu parles? Parce que c'est ça qui est bien quand non, ça, c'est la voilà. solitude de l'entrepreneur. Hein. De toute façon, je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça. C'est un métier de solitude. Hein. Mais quand même, j'ai des bons managers, donc je m'appuie beaucoup sur eux. C'est pas simple. Et puis, tu rentres le soir, t'es claqué, mais en fait, tu as les gosses à gérer, nanani, nanana. Enfin, tu connais aussi. Bien donc, sûr. voilà, c'est compliqué, c'est fatigant. Et tu arrives, entre guillemets, à allier, du coup, parce que là, avec cette hyper croissance, ou cette croissance, parce que c'est toi qui me qualifie si hyper ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que le monde de la formation a été en une hyper croissance ces quelques années. C'est moins le cas maintenant. Ouais, c'est moins le cas, mais j'ai vu, en fait, moi, des boîtes exploser. Du coup, c'est énormément d'investissement de la part des fondeurs. Toi, tu faisais comment? Tu partais un peu ouvert? Non, tu étais en mode routine, genre douche froide le matin? Non, c'est une connerie, mais c'est quoi? Non, mais moi, je kiffe mon taf, en fait. Ok. Ça, c'est le plus important. Donc moi, j'arrive tous les matins avec le sourire aux lèvres. Je suis content. Okay. Je suis content de voir des élèves. Je suis content de voir des gens qui se forment. Je suis content de voir des gens contents. Voilà. Okay. Donc moi, c'est vraiment mon kiff. Donc pour moi, en fait, entrepreneur, c'est plus un jeu, en fait. Tu vois, tu es dans ton truc, comme un jeu de construction, de stratégie, tu vois. Tu es là, tu dois construire ta pyramide, ensuite tu fais un petit champ à côté, tu récoltes ton blé, après avec le blé, tu nourris les ouvriers, les Sims. Tu vois. C'est un peu ça pour moi, l'entreprise, donc je le vis un peu comme ça. Ok, et après, voilà, en termes d'hygiène de vie, en termes de, je sais pas moi, de vie au moi, quotidien. Je suis pas Cristiano Ronaldo, hein, je me... Justement, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça veut dire que pour gérer tout ça, là, vous avez combien d'étudiants aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a à peu près 2000 élèves toute l'année, plus 6000 en cours de français. Waouh! Voilà. Donc ça fait 8000. Et à peu près 90 salariés dans le groupe. Wow. Ok. Sur toute la France encore? Sur toute la France. C'est quoi du coup ce que tu nous as dit pour Polylang, pour PNBS? Alors Polylang, c'est vraiment des formations courtes. Donc 6000 à Polylang, ça fait moins d'heures que les 2000 de l'alternance. Et sur l'alternance, vous êtes où là? On a à peu près 2000 élèves sur toute l'année et 1200 à peu près sur la business school et 800 sur les métiers. Okay. Sur les villes, donc on a ouvert Lyon, Lille, Marseille. On vient d'ouvrir Rouen et on est en train d'ouvrir Toulouse et Montpellier. Ok. Ouais. Et tu y vas parce que tu as des opportunités ou tu y vas parce que c'est la croissance et tu te dis on y va parce que... On y va parce que les 12 plus grosses, il faut y être de toute façon parce qu'on sait qu'il y a un marché et c'est plus simple. Et puis après, on se posera la question quand il faudra descendre d'un cran de taille de ville, si on y va, si on n'y va pas. Donc là, ça sera l'opportunité. Alors, on va rentrer un peu dans ce qui est des fois qui est complexe, tes galères. Moi, j'aimerais comprendre comment tu fais pour justement ouvrir autant d'écoles. Si toi, effectivement, tu es à Paris, tu délègues,
tu arrives toujours à être satisfait, tu te déplaces beaucoup. Je ne me déplace pas beaucoup. Ok. Donc, on a le directeur du pôle alternance, Ok. Gueltaz, que tu je connais. connais. Ouais, qui est un bon. Exactement. Donc, c'est Gueltaz qui pilote un peu ça. Donc, on a un chargé de développement qui s'appelle Michel, qui fait le tour de la France, Ok. qui trouve des locaux, qui recrute des directeurs locaux, qui met tout en place. Et ensuite, c'est au directeur local de développer l'école. Et sans langue de bois, tu t'es dit aussi, il y a tellement d'organismes de formation qui font de la merde. Moi, je le Oui, vois. je me suis dit ça aussi. Que tu peux y aller. Ouais, Parce que moi, pour avoir eu pas mal d'alternants ouais, sur une de mes boîtes, je me rendais compte de la différence d'école ouais, et de qualité ouais, d'école entre ouais. les élèves. Et du coup, tu sens qu'il y a certains organismes de formation qui Nous, sont pas très enfin, sérieux, quoi. tu as vu un petit peu comment ça fonctionne chez nous. Ouais. Nous, le but ultime, c'est que les jeunes ne soient pas en galère. Ok. D'abord parce que c'est des jeunes qui sont déjà en galère, en fait. Nous, Ok. les jeunes qu'on a, on n'est pas en concurrence avec HEC. Ok. Donc, tu vois très bien le Très profil clair. des jeunes Très qu'on a. clair, bien sûr. Donc, ces jeunes-là, ils sont déjà en galère. Donc, si nous, on les prend, qu'on leur fait une promesse d'avoir un diplôme et d'avoir une insertion professionnelle et qu'on les met encore plus dans la galère, franchement, moi, je me sentirais mal. Donc, nous, quand le jeune, il arrive, l'objectif, c'est qu'il ait un taf et l'objectif, c'est qu'il ait un diplôme. Top. Si on n'est pas capable de répondre à ça et de répondre à cette promesse, on ne le prend pas, en fait. Ok. Si on voit que le jeune il est inemployable ou que il est tout le temps en retard ou que il va pas aller au taf, on le prendra pas. Hmm. Euh, Vous allez chercher ceux qui sont, entre guillemets, tout simplement pas aidés par la vie parce qu'ils n'ont exactement, pas eu les réseaux, parce qu'ils n'ont pas eu les exactement. parents, parce qu'ils n'ont pas eu les Déjà, on connaissances. a 80% de jeunes de Seine-Saint-Denis, Ok, donc c'est simple. Hein, ok, les jeunes qu'on a, on a une grosse moitié de bac pro. ok. Euh, En fait, moi, mes concurrents, c'est Uber, quoi. Tu vois, les Hmm. jeunes qui sont chez nous, ils seraient sinon allés faire livreur de pizza ou chauffeur Uber. Ok, Donc, franchement, c'est pas une vie pour eux. Donc, moi, je préfère qu'ils viennent chez nous. À la fin, ils sortent avec un bac plus 2. Ils peuvent continuer chez nous avec un bac plus 3. On en a déjà mené plein au bac plus 5. Après, il est bien, tu vois. Le gars, il sort avec son master. Ça fait déjà 4 ans qu'il bosse dans la boîte. Je peux te dire que le patron, il veut le garder absolument. bien sûr. Il monte déjà en grade, il est déjà chef, etc. Donc voilà, on a eu beaucoup d'exemples d'insertion professionnelle réussie, quoi. Génial. Non, parce que moi, c'est ce que j'apprécie. C'est Et, hyper gratifiant. ouais, c'est gratifiant parce qu'effectivement, on a reçu Guy Incho qui est pareil sur l'idée via son école. Alors lui, c'est une école plutôt pour former des entrepreneurs, transmettre l'excellence. Et ben en fait, c'est ce qu'il faut parce que malheureusement, avec l'aubaine qu'il y a eu, avec Ouais, bien sûr. ces lois Il y a beaucoup d'alternance. d'écoles pipeaux, ouais. Et il y a beaucoup d'écoles qui font que du online, donc du coup, les jeunes, ils décrochent au bout de 3 séances, etc. Franchement, c'est pas cool. C'est pas cool pour eux. Ok. Parce qu'en fait, ils gâchent leur année. Tu vois, ils ont commencé avec une école en ligne. Ils se connaissent 4 fois, puis après, il n'y a personne qui les rappelle pour savoir ce qu'ils font dans la vie. Tu vois. Ok, ok. Ou ils n'ont pas trouvé d'alternance, on ne leur trouve pas d'alternance. Enfin, nous, tu as vu, on trouve une alternance à 100% des gamins qu'on prend, en fait. 100%. C'est-à-dire C'est fort. tous ceux qui viennent chez nous, ils auront obligatoirement Un une patron. alternance. Ouais, ils ont un patron, ils pourront, Exactement. entre guillemets, c'est entre leurs mains après, finalement, Exactement. leur Après, c'est réussite. entre leurs mains. Si ils font bien le truc, ils réussiront. Ok. Aujourd'hui, si tu avais un entrepreneur qui voulait, en tout cas un entrepreneur, quelqu'un qui souhaite entreprendre de zéro, est-ce que tu as quelques conseils à lui donner pour qu'il puisse se lancer? Oh là, c'est un Aïe, vaste aïe, aïe. sujet. D'abord, je lui dirais de ne pas faire un truc où il ne connaît rien du tout. Ok. Parce que moi, j'en ai vu beaucoup qui se sont lancés dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas. Et donc, si tu n'as pas plein d'argent, Hmm. tu vas cramer du cash au départ. Et du coup, en fait, tu ne pourras pas essayer 50 fois si tu es jeune, Bien sûr, etc. bien sûr. Généralement, tu peux essayer qu'une fois. Tu as 20 000, 30 000 balles. Tu ne peux pas les investir partout. Hmm. Donc, d'abord, de se lancer dans un truc qu'ils connaissent bien. Deuxièmement, de ne pas lâcher le morceau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, au bout de 3 mois, se dire ah bah ça marche pas, j'arrête. Voilà, moi, j'ai lancé ma boîte en 2008.
Mes premiers euros, je les ai rentrés en mars 2009, c'est-à-dire pendant 9 mois. Le chiffre d'affaires de ma boîte, c'était 0 €. Zéro. Mais c'est pas que mon histoire, c'est l'histoire de plein d'entrepreneurs. Donc Totalement d'accord avec toi. voilà, il faut pas lâcher le morceau. Au début, tu essuies les plats, tu fais tes réseaux, tu rencontres des gens, tu travailles gratos. Moi, le nombre de formations que j'ai fait gratos, tu vois, juste pour être bien avec les gens, en fait, tu vois. Donc, il faut accepter de faire ça au début. Et puis, de beaucoup travailler. Hein. Moi, je ne crois pas aux trucs magiques, tu vois, des influenceurs qui te vendent ils vont aller à Dubaï parce qu'ils ont acheté de la crypto-monnaie. Tu vois, moi, tout ça, c'est l'argent magique, ça n'existe pas, en fait. Ok, génial. Non, génial. Et dis-moi, est-ce que, du coup, depuis que tu as lancé tes boîtes, tu as connu une grosse galère. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous Ouais. dire comment tu l'as un peu géré Ouais, quand j'ai eu des blocages de financement au moment de la formation des élus, là, quand Ok. ils ont arrêté du jour au lendemain. Donc, on était 30. J'ai dû licencier 20 personnes sur les 30. Waouh. Donc, je leur ai tous fait des ruptures conventionnelles, je leur ai payé leur salaire, etc. Mais bon, c'était quand même hyper dur à gérer cette période-là. Tu t'es Comment dit j'ai quoi géré? à ce moment-là? Tu t'es dit quoi, ça va se terminer? Il faut que je passe à autre Franchement, ça chose. allait. Ouais, c'est vrai. Ça me stresse pas trop le taf en fait. Le Ok. business, le taf, tu vois, ça va, ça vient, c'est la vie quoi, tu vois. Ça me stresse pas trop. Je me stresse beaucoup plus quand ma fille elle a 39 de fièvre que si ma boîte elle a coulé, tu vois. Tellement, mais Je tellement. te jure. Ouais, je comprends tellement ce que tu Donc, dis. C'est bizarre, les gens pourraient pas comprendre, mais totalement d'accord avec ça me toi. stresse pas tant que ça. Donc, moi, j'ai gardé la tête froide. Mes équipes, elles étaient beaucoup plus affectées que moi, j'ai trouvé. Ouais. J'ai géré propre pendant 1 mois. Donc, j'ai dit, toi, je te propose une rupture. Toi, je te garde. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. On va prendre un virage. J'ai mis en place la stratégie. Et après, je suis pris ma voiture et je suis parti 3 semaines au bled. Ok. Ouais, je suis allé T'es voir mes ressourcé. parents. Ouais. Je suis allé me ressourcer avec mes parents, et tout seul. Voilà, je suis revenu et j'étais bien. Plus déter que jamais. Exactement. Et là, dans le développement de l'école et de Polylang, c'est quoi Les projets. alors, c'est quoi les projets, mais tu fais attention à quoi? Là, c'est quoi les KPIs que tu regardes? C'est quoi que Alors t'es vigilant sur quoi? chez nous, ce qui est le plus important, c'est la réglementation. Il faut être Ok. carré sur la réglementation parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contrôlent du fait des problèmes que tu as cités, qu'il y a eu sur le CPF, qu'il y a eu aussi dans l'alternance, il y a eu beaucoup de fraude. Et donc, du coup, on est sous la loupe. On a très, très souvent des contrôles. Donc, chez nous, la conformité, c'est le truc le plus important. C'est une histoire de vie ou de mort, la conformité. C'est-à-dire que tu peux te faire bloquer tous tes financements, tu n'es plus payé et t'arrêtes, quoi. Concrètement, tu vois, c'est très concret. Donc, on a recruté un responsable de la conformité qui est chargé de faire en sorte que tout ça fonctionne correctement. Deuxièmement, on essaye de monter en qualité à la fois nos formations et puis l'environnement pour les étudiants parce que c'est quand même important l'environnement, qu'ils aient une cafette, qu'ils aient des terrains de sport, on leur fait des sorties, etc., qui kiffent quand même un peu de venir chez nous. Alors, tu sais quoi, je vais te confier, je t'interromps, reste Vas-y. sur ça, mais je vais te confier quelque chose, une anecdote. Quand on est arrivé avec mes associés Chez nous. chez vous à Polylang, Ouais. pour nous, faire de la formation pour, entre guillemets, les gens qui ont besoin d'apprendre à parler en français, faire du FLE, on l'imagine dans des endroits un peu sombres, Bah ouais, c'est dans ça. des endroits Mais parce que c'est ça généralement. Ouais. un peu vieillots, que la Ouais. mairie a laissé une salle, tu sais, Ouais. a laissé une salle pour Ouais. que l'association puisse faire de la Bah ouais. formation et que du coup, il y a des espèces de bénévoles qui sont là parce que c'est vraiment de la vocation, mais ils sont genre, j'allais dire, limite à la rupture. Et en fait, on est arrivé dans des locaux propres, lumineux, agréables. Bah On ouais. avait l'impression d'être, tu vois, dans une Mais oui. grande école Bah euh, oui. avec un accueil. On s'est dit, mais non, c'est pas du tout ce qu'on fait, se fait Quels que soient l'image. les gens et d'où que vienne le financement, en fait, il y a quelqu'un qui a payé pour un service. Donc, moi, je rends un service de qualité parce que la personne, elle a payé pour ça, en fait. Donc, c'est hyper important pour nous, ça. Et dans Ok. tous nos locaux, on fait des audits, on passe sur place, on vérifie les trucs de sécurité, on vérifie que tout est clean, etc. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir un environnement agréable parce que
Tu peux pas faire des formations tous les jours dans une cave, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Les gens. Malheureusement, je te le dis. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y Malheureusement, en a, voilà. il y en a, il y en a. Ok. Et puis nous, on surveille beaucoup le taux de décrochage des jeunes aussi, parce Mm. que l'alternance, malheureusement, c'est un secteur où il y a beaucoup de décrocheurs. Déjà, c'est des jeunes qui, au départ, aiment pas l'école. Et voilà, on essaye de limiter au maximum le décrochage. Et donc, pour ça, on les suit. On essaye de faire un environnement favorable pour eux. Ok. Vous visez quoi comme chiffre d'affaires? Vous avez des targets? Vous visez quoi comme développement? Bon, j'ai envie de dire la limite c'est le ciel, donc voilà, limit is the sky. Ok. Mais on a un plan en 5 ans. On aimerait bien arriver à peu près une vingtaine de campus. Ok. Et au niveau de Polylang, à une soixantaine d'agences Polylang. Ok. Donc Polylang, on est à moitié du chemin à peu près. PNBS et puis les écoles, on est à un tiers du chemin. Voilà, d'ici 5 ans, on pense qu'on arrivera à faire ça. Ok. Vous faites combien de CA là actuellement? Là, cette année, l'année dernière, on a fait 11. Cette année, on va faire 16. Ok, surtout le groupe. Surtout le groupe. Ok. Et donc, dans 5 ans, on vise 50 millions de CA. Ok. Tu penses, parce que j'ai l'impression que c'est un peu capé quand même, les organismes de formation. Est-ce que tu penses que tu peux aller plus loin? Est-ce que tu penses te développer peut-être à l'étranger avec tes méthodes? Quand je dis l'étranger, je pense peut-être déjà les pays un peu francophones, la Belgique, la Suisse. Est-ce qu'après tu penses développer le concept, parce que c'est d'autres législations, réglementations? Alors déjà, le secteur de la formation, du fait de l'explosion qu'il y a eu il y a quelques années, il est très éclaté. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes. Je ne pense pas que ça soit durable. Parce que malgré tout, petit à petit, ils baissent les niveaux de prise en charge, etc. Donc, il va y avoir des morts dans le secteur. Ok. Donc déjà, il faut être bien positionné pour être un des moyens gros acteurs qui va jouer dans le jeu, quoi. Donc, c'est possible qu'on fasse des grosses croissances externes, qu'on rachète un acteur du secteur. C'est possible aussi qu'on fasse, dans le sens inverse, rentrer des investisseurs. Donc, voilà, tout ça est possible. Pour l'instant, l'étranger, on ne regarde pas trop. Ok. Voilà, on n'a pas encore fini de mailler notre territoire. Donc, les 5 prochaines années, c'est la France et c'est du développement territorial surtout. Ok, ok. Donc tu dis en fait finalement qu'à un moment le marché va se consolider. Ça va se fusionner, ça va. Et que Voilà. du coup il y a encore de la croissance. Oui. C'est-à-dire que ok, t'es pas capé. Bah, il va y avoir des morts. Ouais, c'est sûr. Donc, faut pas en faire partie, quoi. Ouais, Donc, nous, on va croître aussi parce qu'il y a des gens qui vont disparaître, c'est sûr, parce que le marché, il est beaucoup trop éclaté. C'est pas normal qu'il soit aussi éclaté, en fait, le marché. D'accord. Ouais, il y a trop d'acteurs. Il y a trop d'acteurs. Et est-ce que tu sens là dans les des trois entre guillemets branches quelque chose qui est plus Nous, on essaye d'avoir un truc équilibré, donc qui va plus avancer, quoi. on essaye d'avancer plus ou moins au même rythme sur nos différents métiers. Donc, non, je dirais qu'on va être entre 15 et 20% de croissance par an dans les 5 prochaines années sur nos 2 principaux métiers, le FLE et l'alternance. Ok. Voilà. Et les élus, c'est un peu en sommeil. Ouais, c'est un peu en sommeil. Donc, on a des demandes de collectivités avec lesquelles on travaille depuis longtemps. Donc, on veut quand même leur répondre. Ok, les honorer. Voilà. Donc, on a toujours les agréments, évidemment. On a toujours nos formateurs. Donc, on fait quelques formations dans l'année. Ok, voilà. D'accord. Mais c'est très peu. Si tu devais partir sur un autre business que la formation, tu partirais sur quoi? Qu'est-ce qui te... Alors, je peux te dire sur lequel je ne partirai pas. Ah, ok, vas-y, dis-moi, ça s'intéressait. C'est la restauration. La restauration. J'ai jamais compris comment les gens gagnaient de l'argent dans la restauration. C'est vrai? C'est un métier hyper dur. Non, parce que j'ai acheté un restaurant, tu sais, à Saint-Ouen. Et en fait, je m'en suis pas sorti. C'est trop galère, en fait. Trop galère. Tu bosses beaucoup, tu gagnes pas d'argent. Donc moi, je sais pas comment ils font les gens. On a reçu beaucoup de restaurateurs dans oui, c'est vrai. Ouais, tu regarderas et qui ont réussi. D'ailleurs, le podcast qui est sorti aujourd'hui là qu'on tourne, c'est le podcast de Chef Hassen et lui, du coup, il est consultant, il permet aux restaurateurs de se développer. Et donc, il y aura toujours des gens qui voudront manger. Ok, d'accord. Non, moi, c'est un secteur
par appétence, si je devais y aller, ça serait plutôt l'industrie. Ok. C'est mon côté un peu ingénieur, tu vois. J'aurais kiffé avoir, je sais pas, innové sur un truc en robotique Ok. ou même dans l'industrie automobile ou je sais pas quoi. Ça, j'aurais kiffé. Donc, si j'avais un jour une opportunité de reprise d'une boîte qui coule ou je sais pas quoi, ça serait plutôt autour de ça. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du coup dans ton secteur de l'IA? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça fait pas Ça va peur? impacter, ça va Et ça fait impacter pas tout le peur? monde. Ouais. Ça va impacter tout le monde, donc ça va nous impacter nous aussi. On n'est pas les premiers quand même touchés par ça. Bizarrement, c'est la première fois qu'une innovation, elle touche d'abord les plus hauts niveaux de qualification. C'est vrai. En fait, les innovations jusque-là, elles ont toujours touché par le bas. Donc Ouais, c'est c'était vrai. les ouvriers qui étaient remplacés par les Des machines, c'était les caissières qui étaient remplacées par des caisses automatiques, c'était ce genre de choses. Et là, en fait, c'est par le haut. Donc c'est les avocats qui sont en train d'être remplacés, c'est les graphistes qui sont en train d'être remplacés. Donc c'est que des gens diplômés, en fait. Hmm. Est-ce qu'une IA, elle peut remplacer un prof? Pour l'instant, non. Et comme on voit, ne serait-ce que sur les formations à distance, alors qu'il y a des profs, le taux de décrochage qu'on a, moi, je ne suis pas persuadé que demain matin, il va y avoir des IA qui vont remplacer des êtres humains dans la formation. Est-ce que ça va aider les jeunes? Oui, ça les aide déjà, parce Ok. qu'en fait, ils l'utilisent déjà massivement. Ouais, bien sûr. Moi, mon épouse, elle est prof d'histoire géo. Mhm. Bah, tous les jeunes de sa classe, ils utilisent ChatGPT toute la journée, en fait. Toute la journée, bien Et sûr. moi, je l'utilise Bien d'ailleurs. sûr, tout le Je monde l'utilise utilise. Ouais. au quotidien parce que Ouais. j'en ai besoin, en fait. Ça me fait Ouais. gagner vachement de temps. Ouais, c'est des assistants pour Bah, l'instant. c'est des assistants, ouais. C'est des très bons assistants, Ouais, même d'ailleurs. ouais, ouais, c'est ça. Franchement, C'est ça. Ok. Mais ça va pas tout de suite impacter, tu penses, le milieu. non, pas massivement en tout cas. Pas Ok. massivement. Euh, on arrive vers la fin de cette interview. Franchement, merci en tout cas Bah, pour merci à toi. tout ce que C'était super. que tu nous as confié. La question que je pose toujours vers la fin, c'est qu'est-ce que tu as comme loisir qui te motive au quotidien? Qu'est-ce que tu écoutes peut-être comme musique Non, mais ou j'ai quel plus de film? loisirs, moi j'ai des enfants. Mais si, bah alors, donc c'est tes enfants qui te motivent? Non, c'est pas un loisir, les enfants, c'est une contrainte. Arrête de raconter n'importe quoi. Non, non, j'ai mes loisirs. Moi, je lis un petit peu. J'aime bien le cinéma. J'aime bien aller voir des trucs de stand-up aussi. Hein. Ok. Je vais de temps en temps à Paris. La dernière fois, j'étais au Barbès Comedy Club. C'était l'éclate. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Et je t'avoue que j'ai pas beaucoup de temps perso en dehors du taf. Le week-end, je suis un peu fatigué, mais j'essaie de faire des trucs avec mes enfants. Voilà. Et du coup, ta motivation, tu vas la chercher où? Tu as un film, tu as une musique, tu as Même des pas, tu vois, rêves. je suis même pas C'est mélomane. Je suis hein, désolé, c'est je vrai? vais te pourrir la fin de la Mais séquence. non, il n'y a pas de souci. Y a pas de Non, non, souci. j'ai pas de passion particulière par rapport à ça. Moi, j'aime bien l'histoire, donc je lis beaucoup de bouquins d'histoire ou Ok. je regarde des conférences, des trucs comme Alors, il ça. y a Ça, quelqu'un je en kiffe histoire bien. qui te fait kiffer, Qui qui m'inspire. t'inspire. Euh, qui est-ce qui m'inspire? Ah, j'en suis sûr qu'il y en a un. J'en suis sûr Ouais, qu'il y c'est en a sûr, un. il y en a un, mais là, je vais pas le trouver maintenant que tu me poses la question de but en blanc D'accord. comme ça. Mais du coup, dans l'histoire, il y a des personnages qui peuvent être inspirants Bien pour les sûr, il y a entrepreneurs. plein de personnages qui sont inspirants. Moi, je pense que les personnages qui sont les plus inspirants, c'est ceux qui n'ont pas réfléchi aux conséquences de ce qu'ils étaient en train de faire. Tu vois, les gars qui sont trop calculateurs, qui réfléchissent trop, etc., c'est pas eux qui innovent. Tu vois. Ok, Donc, intéressant. si tu regardes les inventeurs d'avions à l'époque, les gars, en fait, ils montaient dans l'avion eux-mêmes. Il y en a un sur deux qui claquait avant de finir son avion, tu vois. Ils C'est mouraient, les mecs. c'est Ils totalement prenaient, ils fou. prenaient Un un risque. risque vital Ouais, pour eux, tu ouais. vois. Qui va faire ça aujourd'hui? Alors Hein. que nous, quand on dit aux gens de prendre le risque de quitter leur taf pour monter leur projet qui est Bah super ouais, sympa, ils n'y arrivent même bah pas. ouais, Les mecs, ils risquaient leur vie. bah oui. Ouais. Ils montaient dans l'avion, ils sautaient d'en haut de la falaise alors qu'ils ne savaient pas si l'avion allait voler, quoi. Ça, c'est du vrai risque. C'est du vrai risque. On va finir sur cette bonne note. Écoute, merci beaucoup. Merci à Euh, toi. je dis souvent du coup à l'audience de s'abonner, de liker Abonnez-vous, et de laisser likez. des commentaires. Voilà, laissez des commentaires. J'espère que vous avez aimé l'échange avec Émir. Merci encore Émir. Merci à toi et puis merci à tous les auditeurs. Je te souhaite bonne chance pour tes Merci. projets. Toi aussi. À bientôt. À bientôt.